Sœur Eugénie Méville, vous m'aviez dit tout à l'heure que quand votre frère avait eu une grosse peine d'amour, vous lui aviez chanté une chanson pour le consoler. Pourriez-vous l'exécuter encore? Oui, je vais essayer. Sur le seuil de ta porte, je me souviens encore de mon frère assis sur le divan. Et moi, pas bien loin, mon frère pleurait et moi je chantais. Aujourd'hui tu m'écris n'avoir jamais compris d'où provenait notre rupture. Pour bien te l'expliquer, je vais recommencer le récit de notre aventure. Lorsque je viens chez toi pour la première fois, c'est déjà bien loin, mais qu'importe. Je me souviens encore que je tremblais très fort sur le seuil de ta porte. Enfin tu m'as ouvert et devant tes grands airs, je me sentais gauche et timide, rougissant pour un rien, tout comme un collégien. Ah, j'ai dû te paraître stupide, mais quand tu m'as grisé de ton premier baiser, mon émotion fut si forte que n'osant rien tenter, je me suis arrêtée sur le seuil de ta porte. Puis ce fut le roman cher à tous les amants, vivre de baisers, de caresses. Je t'aimais comme un fou, servant à deux genoux, l'amour comme on sert une messe. Lorsque je te quittais, ton parfum me restait, tes baisers me servaient d'escorte, et je partais sans eux, car je laissais mon cœur sur le seuil de ta porte. Un soir je suis venue, mais sans être attendue, et je trouvais la porte close. Je te savais bien là, pourtant tu n'ouvrais pas. Ah, je compris l'horrible chose. D'ailleurs, comment douter, des heures j'ai guetté, attendant qu'enfin l'autre sorte. Et je t'ai vu, oui toi, l'embrasser comme moi, sur le seuil de ta porte. Voir son bonheur couler, ses rêves s'envoler, tout ce qu'on aimait disparaître. Oh oui, j'en ai souffert en mon être et ma chair, au point de t'insulter peut-être. Je me dis à quoi bon, tout est fini, partons, maintenant ma tendresse est morte, et le cœur tout navré, tristement j'ai pleuré sur le seuil de ta porte. Me voici pour toujours, tout seul et sans amour, et d'avoir écrit cette lettre. Le souvenir brûlant de nos baisers d'antan a fait tressaillir tout mon être. Pourquoi lutter en vain? Je sais bien que demain je serai lâche, mais qu'importe, je viendrai malgré tout me mettre à deux genoux sur le seuil de ta porte. Très jolie chanson. Il s'est mis à genoux sur le seuil de sa porte et il l'a mariée. Et de qui est cette composition? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi, c'est pas grave. C'est une chanson. C'est une chanson que j'ai appris comme ça. Ça, c'est Alphonse qui Oui, je pense que oui. Alphonse Schroeder. Ils ont peut-être une sorte de chansons similaires à France Fielka. Moi, si tu veux. Vous êtes enregistrée, ma petite amie? Oui, oui, elle fait bien. Oui. Elle va nous aider. Bon, vous m'avez dit que vous avez aussi d'autres chansons, mais elles viendront en cours d'entretien. Est-ce qu'on va les chanter? Peut-être. En avez-vous une autre maintenant, là? Oh, j'en ai. Celle-là, je l'ai composée moi-même. Bon, allons-y. Nous reviendrons par la suite sur votre histoire de famille. Seigneur, j'ai entendu ton message. Seigneur, j'ai contemplé ton œuvre. Les grands monts de mon pays. Les grands monts de mon pays sont austères. On les dirait recueillis en prière, comme des moines géants dans leur stade. Ils bravent les ouragans, les rafales
Les grands monts de mon pays, très sauvages, abritent dans leur repli les orages. Dans les bois, tout est discret et morose. Ils voient le plus de secrets dans leur pose. Les grands mots de mon pays, dès l'aurore, de reflets mauves embellis, se colorent. À l'horizon tout vermeil, ciel de rêve, ils vont sourire au soleil qui se lève. Les grands mots de mon pays étincellent quand sur leur sommet joli l'or ruisselle. À leurs pieds les flots rosés des mois tremblent et nos yeux jamais lassés les contemplent. Nos grands monts, je les ai vus au prodige, de bleu d'azur revêtus, quel prestige! Dans le décor merveilleux, grandiose, j'ai cru voir un coin des cieux tout en rose. Cette chanson a été composée le 20 juin 1967 à l'anniversaire pour les noces d'or de ma sœur Yvonne, lorsque nous, toutes les deux, nous nous rendions aux Trois-Rivières pour les célébrer. Je voyais les monts là-bas, Laurentides. Je voyais les Laurentides, très majestueuses, tellement belles que j'ai pris un crayon, un bout de papier, et j'ai fixé le chant que vous venez d'entendre. Ce qui n'est pas votre seule composition, sans doute. C'est ma composition. Ce n'est pas la seule. Non, ce n'est pas la seule. J'ai la mer aussi. Ô mer grande coquette. La voulez-vous? Oui, si vous l'avez sous les yeux. Oui, je l'ai sous les yeux. Elle est montée pour que tu t'as. C'est sûr. Dites rien encore par-dessus le marché. Et dire que ça arrive de sa grande sœur. Et puis, que la grande sœur. Mais. Vous savez, dans la vie, là, il faut être patient. Surtout quand on a une sœur Yvonne en avant de soi. Vents, mers et fleuves, bénissez le Seigneur. Ô mer grande coquette. J'ai vu la mer en robe bleue, refléter le clair firmament, qu'elle était belle en ce moment, la grande mer en robe bleue. J'ai vu la mer en robe rose, le soleil d'or s'y complaisait, pendant que le bateau glissait sur cette grande mer en robe rose. J'ai vu la mer teinte de pâle, j'ai vu son flot doux et berceur, au fleuve aimé que de douceur, en ta robe teinte de pâle. J'ai vu la mer en robe verte, frissonner sous le vent du soir, en modulant un chant d'espoir. J'ai vu la grande mer en robe verte. J'ai vu la mer en robe grise soulever la vague en courroux, sans effrayer les voiles en roue. J'ai vu la mer en robe
J'ai vu la mer en robe blanche, étinceler sous le ciel clair, rieuse en ses atours d'hiver. J'ai vu la grande mer en robe blanche. J'ai vu la mer toute brillante, drapée en son écharpe d'or, sourire au soleil qui s'endort. J'ai vu la mer toute brillante, j'ai vu la mer indescriptible, en sa robe rose et safran. Je l'ai vue et ne sais comment peindre sa grande splendeur indicible. Les yeux admirent la merveille, devant Dieu que l'homme est petit, dans la mer et son clapotis, tout le séduit et l'émerveille. J'ai vu la mer et ses nuances, chacune me prêchait l'amour, pour celui qui fit un beau jour, la grande mer et toutes ses nuances. Bravo, bravo, très joli. L'aimez-vous celle-là? Je la trouve très jolie. Bon, nous avons parlé assez abondamment de votre famille. Est-ce qu'il en reste encore dont nous n'avons pas parlé? Oui, en effet, il y en reste encore. Après Yvonne vient Yvon. Yvon est un grand garçon, noir comme je ne sais quoi. Et puis, mince, mais fin, et chanteur jusque dans le bout des ongles. Chante bien. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant, Yvon? Yvon demeure à Saint-Louis-de-Gonzague, dans le comté de Beauharnois. Et pendant des années, il a été superintendant à Montréal, dans le grand bureau de poste. Et commandait à près de 700 personnes. Et puis, comme il était très honnête, puis très, très capable, on l'a gardé longtemps, et même à l'âge de sa retraite, et s'il avait voulu, il serait resté là. Mais il a préféré s'en aller avec sa femme sur une propriété qu'ils ont à Saint-Louis-de-Gonzague. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Bon, est-ce qu'il en vient après Yvon? Après Yvon, il reste Jeanne. Jeanne, c'était la chanteuse par excellence, c'était la plus petite. Quand maman est morte, elle n'avait que 2 ans et demi. Alors, je la mettais dans un panier d'osier, et puis elle était toute petite, puis je prenais l'ange, je mettais l'ange dans mon bras, puis je surveillais Jeanne partout. Elle était dans le panier. Alors, toute jeune encore, elle a eu des épreuves, elle était malade un peu, mais toujours. Elle chantait à ravir, Jeanne. Elle chantait à ravir. Puis elle est restée assez longtemps avec mes frères, quand ils étaient prêtres. Elle est restée avec moi. Des fois, c'était Edgar, Alphonse, ou bien n'importe. Et puis, alors, plus tard, elle s'est mise à écrire. Tout d'un coup, elle avait vu dans une annonce, « J'ai nom Rosario et pourrais devenir un fameux Roméo. » Elle répond, « Je me nomme Jeannette et pourrais devenir fameuse Juliette. » Bon. Puis, ces deux-là correspondaient en vers. Son futur mari, qui s'appelait Rosario Venn, était étudiant en pharmacie, et puis il avait la manie de rimer. Il demeurait à Montréal. Et puis, il était à Montréal. Alors, il avait fait ses études, lui, au Mont-Saint-Louis, et puis il étudiait. Alors, ils sont bien séparés. Puis la belle Jeanne, alors Albert était à Montréal dans le temps, il était avec Alice. La belle Jeanne est allée à Montréal, parce que le beau prince ne pouvait pas laisser ses études. Ils sont connus. Moi, ça me plaisait pas beaucoup. J'étais seule en temps. Toujours que mon père était monté à Québec pour subir une petite opération et je m'y suis rendue avec ma sœur Yvonne. Puis j'ai dit, tu veux l'inviter. Je te dirai si je veux ou si je veux pas. Elle ne serait pas mariée si j'avais pas voulu. Le soir, je vois venir un beau prince. Pas très grand, mais d'une distinction inimaginable.
une politesse. Puis il avait été tellement bien élevé, était tellement bien éduqué, que j'ai remarqué ça tout de suite. Toujours qu'on s'est mis à parler. Bon, ça. Je suis sortie, j'ai dit, Jeanne, viens ici. Elle dit, qu'est-ce que tu veux, Ninon, tu l'as pas trouvé de ton goût? J'ai dit, Marie-là. Elle est assez contente, elle est rentrée, elle dansait. Elle dansait. Moi, je ne m'étais pas trompée sur le garçon. Ils se sont mariés et c'est un ménage tellement heureux. Oui. Elle, au bout de son deuxième enfant, elle a fait la tuberculose. Il l'envoyait au Lac-Édouard. Puis il restait tout seul, lui, pendant ce temps-là. Et puis il envoyait tout des robes, des fleurs, toutes sortes de cadeaux imaginables. Les deux petits sont allés au presbytère de Lyopuchouane. Fait que... Janine Duclos. Est-ce qu'elle est enregistrée, là? Oui, bon, c'est bon. C'est bon pour vous. Alors, dis-moi ensuite que je suis bavarde. Oh, je suis terrible. Toujours que le petit et la petite sont tombés sur les bras de Marie-Louise. Marie-Louise élevait Janine et Claude. Chez le gars, ça. Puis Jeanne s'est remise complètement. Puis là, ils sont retournés à Montréal. Puis maintenant, il a vendu sa pharmacie. Il avait 2 pharmacies à Montréal. Il a vendu ses 2 pharmacies à Montréal. Il était à Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds. Après ça, c'était humide, là. Maintenant, il est à Saint-Hippolyte. Maintenant, il est à Saint-Hippolyte, dans le comté de Terrebonne. Il fait bien son affaire. Puis ils sont heureux, là, Seigneur. Encore, ils s'aiment comme 2 amoureux. Ils ont adopté un petit garçon de 9 mois. Là, maintenant, il a 21 ans, 22 ans, 21? 24 ans. 24 ans. Et puis, il fait le tour du monde. Ça fait 3 fois qu'il a fait le tour du monde. Il est venu à Rimouski, puis il a fait son année, son école de marine. Il est fin. Puis quand il est sorti de là, il était officier radio, s'est engagé à bord des bateaux. Il a été pendant 2 hivers dans le Grand Nord canadien. Ensuite, il a pris la mer. Là, il est rendu à Thaïlande. Thaïlande, qu'on dit? Thaïlande? Thaïlande. Bon, Thaïlande. Bon, c'est ça. Il est rendu là. Il voyage partout. Jeanne, et puis son fils, Claude, est marié. C'était bon, il n'aimait pas l'université, mais il est devenu professeur à une école technique. Puis il était très bon professeur. Janine s'est mariée tard. Janine a marié un Écossais. Elle vient juste de se marier. Keith Ça demande Fenwick. quelques années. Et puis, Keith Fenwick, bien, c'est l'Écossais le plus poli de la Terre. Son oncle à fond, son oncle Edgar, et puis sa tante Ninon, sa tante Vonette. Il est à ça, hein. Et puis, il n'est pas de notre religion, la religion anglicane, très proche. Mais il respecte tellement tout ce qui appartient à la religion catholique. Il conduit sa femme souvent à la messe, il la conduit à la messe, puis lui, il rentre aussi, puis il reste avec elle. Vous savez, elle ne le presse pas. Un jour, peut-être que ça se fera. Il est tellement charmant, je ne peux pas vous dire comment. Oui, il est fin. Un géant qui nous ressemble aussi, mais encore plus grand que nous autres. Il a les cheveux blonds roux, comme en bon écossais qu'il est. Puis il est donc charmant. Il est inspecteur de bateau. Il est rendu à Québec, là, maintenant. Il va dans la Gaspésie partout. Il a été longtemps à la Gaspésienne. Il est aimé de tout le monde. Et puis, pour nous, il a appris le français. Alors, il connaît un peu le français. Tante Ninon, tante Vonette, mon oncle à fond, mon oncle Edgar. Puis, pour lui, là, notre famille est sa famille. Parce qu'il est venu d'Écosse au Canada à l'âge de 8 ans. Puis je crois que son père et sa mère ne vivaient pas ensemble, je ne suis pas trop sûre. En tout cas, il a trouvé parmi nous une famille qui, malgré qu'il n'était pas de notre religion, il a ouvert les bras. C'est tout. Ouais. Et ils sont très heureux. Très, très heureux. Ma nièce est toute petite. Puis lui, c'est un gros bonhomme. Mais seulement, il est tellement délicat. Ma nièce est tellement fine aussi, il faut le dire. J'aimerais maintenant que vous me parliez un peu de votre éducation. Vous avez été à l'école à Cap-Chat, avec les filles de Jésus. Pourriez-vous m'indiquer un peu dans quelles circonstances les sœurs de cette communauté-là sont venues s'installer à Cap-Chat? Oui, je vais vous le dire. Justement, avant de commencer, je vais vous dire que j'ai déploré que dans la revue du cinquantenaire, que les sœurs de Cap-Chat ne vous avaient rien envoyé. Et je vais vous expliquer pourquoi.
c'est parce que la supérieure était souvent absente en études, en recyclage. Hein. Et puis alors, c'était 2 sœurs des emplois, là, des sœurs qui font le ménage, là, qui étaient là. Alors, probablement que la lettre n'a pas été ouverte à temps. Mais si la supérieure avait été là, elle m'a renvoyé la lettre et moi, j'aurais tout raconté. C'est encore possible de raconter. Je vais raconter. On était jeunes, j'avais 10 ans, elle en avait 6 quand elles sont arrivées. Les sœurs françaises, à cause de la Révolution, avaient été chassées de leur pays, où elles devaient se séculariser, où elles devaient s'en aller. Alors les sœurs, plutôt d'ôter leur costume, leur grande coiffe d'hirondelle, elles sont venues au Canada. Et puis au Canada, elles ont parcouru l'Ouest et l'Est. Puis ce n'est qu'à Montréal qu'elles ont su, par la sœur de Monseigneur François-Xavier Cloutier, évêque de Trois-Rivières, que son frère voulait avoir des religieuses. Les 2 premières fondatrices sont venues, sœur Élisabeth et sœur Zénaïde, sont venues aux Trois-Rivières. Alors Monseigneur Cloutier leur a ouvert les portes du diocèse, toutes grandes. Et là, il a écrit à ses prêtres. Et puis, ces prêtres ont demandé des sœurs. C'est comme ça que les filles de Jésus couvrent presque tout le diocèse de Trois-Rivières. À Gaspé, dans le comté de Gaspé, on a su ça aussi. Alors, les dames de Capcha ont demandé des religieuses. Puis, secondées par leur curé, les religieuses sont venues. Les 3 premières, il y avait sœur Marie-Théodore, la supérieure, sœur Marie-Louise des Anges, et puis la petite dernière, sœur Saint-Lazare. Bon, elles étaient 3 pour commencer. Il y en a 2 autres qui sont venues les rejoindre après, sœur Sainte-Germaine et sœur Marie-Thérèse. Et les sœurs sont installées à Capcha. Une petite maison, très froide, loin de leur école, puis il fallait qu'elles montent une côte. L'hiver, tout gelait dans leur cuvette à eau, mais attendu que dans ce temps-là, il n'y avait pas on ne tournait pas le bouton de la chandeleur. Bon. Et puis, c'était froid, elles avaient donc froid. Puis elles n'avaient que des châles quand elles sont arrivées, des petits châles bien ordinaires. Elles ne supposaient pas notre climat aussi dur. Alors, les dames se sont cotisées entre elles, puis leur ont acheté quelque chose de plus chaud. Puis les sœurs se rendaient à l'école. Or, c'était une vieille école, le couvent n'était pas encore prêt. Et puis, il y avait 2 bords. On appelait ça le grand bord, puis on appelait ça le petit bord. Nous autres, on était dans le grand bord, on était du grand monde, on avait 10 ans, hein. Bon. Alors, on avait des sœurs françaises merveilleuses, qui savaient toute leur matière par cœur. Mais seulement qui étaient bien embêtées pour notre monnaie, pour les mathématiques. Les autres, ça marchait sur les francs, tandis que nous autres, c'était une autre chose. Mais elles étaient tellement savantes, là. Elles nous enseignaient toutes sortes de choses, puis elles nous donnaient le goût de l'étude. Puis, à part de ça, elles distinguaient très vite les talents. Elles distinguaient très vite. Et puis, elles étaient bonnes aussi. Alors, on les a aimées. On s'est attachés, ces sœurs-là. Mon père était au magasin, puis on m'envoyait faire les commissions. La mère supérieure demandait parfois des plaques. Des plaques? J'arrivais à trouver mon père, je dis, la mère supérieure, elle demande s'il y a des plaques au magasin. Des plaques? Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Va dans un couvent, puis demande-lui pour voir à quoi ça sert. Bon, je courais au couvent, dans ce temps-là, je courais encore. Et puis, je disais, qu'est-ce que c'est des plaques? Ben, c'est pour passer. Ah, c'était des fers à passer. Bon, alors mon père leur en envoyait. Il leur fournissait des affaires. D'autres fois, elle m'envoyait chercher de la tarlatane. Qu'est-ce que ça te fait péner? Vite, il courait au dictionnaire, et puis il cherchait dans le dictionnaire, que c'était ça de la tarlatane. C'est quelque chose de... C'est illustré, ça. C'est quelque chose comme du coton fromage, mais c'était illustré. Elle voulait, avec ça, faire de grandes banderoles pour les 40 heures. Hé, les sœurs, bon. Alors, là, il y en envoyait. D'autres fois, elle me demandait de la tresse. La tresse, mon père disait, qu'est-ce que c'est ça? Je disais, à quoi ça sert, la tresse? Puis elle va lui dire d'envoyer un petit échantillon. Ah, ben, c'était du galon, qu'on appelle dans nous autres. Du galon blanc, mais du galon noir, n'importe. Une autre fois, là, ils ont eu de la misère noire.
Elle dit, allez donc voir si, demandez donc à votre papa pour voir s'il y a du libique. J'arrive, mon père, du libique, il n'y en a pas. Je cherche dans le dictionnaire, il n'y en avait pas. Il dit, il va lui dire qu'elle envoie, dans quoi c'était contenu. Ah, du récipient. Mon père avait pas dit ça, il savait peut-être pas le mot récipient. Alors, c'était un pot qu'on appelle du thé de bœuf. Oh là, il y en avait. Et toutes sortes de choses comme ça. Oh, une autre fois, elle m'avait envoyé chercher du semoule. Du semoule? Dit, on ne connaît pas ça. Elle dit, vous devez en avoir pourtant, bon. Et ils n'ont plus le dictionnaire. Semoule, non vulgaire, ségo. Ah, tout le monde connaissait le ségo. On les servait comme ça. Et c'était très difficile parce qu'elles avaient leur mot français et nous avions le mot, canadien. Et puis, elles ont trouvé, ces sœurs-là, que nous avions une très bonne prononciation. Et, excepté qu'on disait la joie, puis les ouais. Hein? Les autres, la joie, les ouais. Bon. Elles ont trouvé que la prononciation de Capcha était très bonne. Sauf quelque chose, des petites choses comme ça là, dont elles nous ont corrigées. Puis, c'est tellement vrai qu'un jour, il y a une délégation française qui était venue aux Trois-Rivières. Nous étions religieuses. Pour la provinciale, c'était français. Elle dit, tâchez de parler du bon français. Elle dit, je voudrais bien que la délégation française qui est venue ici, exprès pour nous, soit bien impressionnée. J'étais à côté d'une sœur. J'ai dit, écoutez-moi bien, je vais parler français continuellement. J'étais élevée des Françaises, pourquoi pas? Tout à coup, je vois venir devant. Oh, puis, la délégation entre, ils étaient beaucoup. J'ai bon, parmi tout ce groupe que dit la mère provinciale, cherchez les Françaises. Je vois arriver devant moi un homme qui était droit, on voyait qu'il avait fait du service militaire, et c'était un comte. Ah ouais. Il me parle, il me demande mon nom. J'ai dit, je m'appelle Sœur Marie Saint-Alphonse. Il dit, je me questionne, et je parlais absolument à la française, tellement bien que, il dit, de quelle région de Paris êtes-vous, ma sœur? J'ai dit, je ne suis ni de Paris, ni d'ailleurs, je suis une Gaspésienne. Oh, sa femme était avec lui. Il dit, viens Chantal, viens voir une délicieuse Gaspésienne qui parle comme une Parisienne. La preuve que les sœurs nous avaient bien inculqué. Et il tourne vers la mère provinciale et dit, en l'honneur de la délégation française, permettez s'il vous plaît à la jeune sœur qui est devant moi, puis j'étais vieille, à la jeune sœur qui est devant moi de correspondre. Et ça fait plus de 30 ans et nous correspondons. Et le comte me rend compte de tout ce qui se passe dans sa famille. Il m'envoie des faire-part de mariage. Oh mon Dieu, son Bruno qui s'était marié avec la comtesse de Garet. Et le reste est le reste. Bon. Et puis, non seulement ça, mais il me fait part de la naissance des petits-enfants. C'était un Français qui avait fait la guerre. Et quand je suis allée en France, en 1958, il a fait le voyage en Bretagne pour demander à la supérieure générale que j'aille chez lui. Et je suis allée de l'autre côté d'Orléans. J'ai vu l'endroit où Jeanne d'Arc avait remporté la grande victoire de Fatih. Et puis, je suis allée jusqu'au château de Chenaille. J'étais avec une autre Canadienne, mais qui était bien habituée, elle, au langage français. Il fallait que je reprenne mon langage français, mais je vous assure que je l'ai gardé, tout le long. Et nous sommes entrés par la porte cochère. On est arrivé devant le château. Vers la porte cochère. La petite sœur qui était avec moi, elle dit, oh, on est fini, on arrive dans le château. J'ai dit, non, bon. Elle dit, moi, je suis née au rang Trompe-Souris. J'ai dit, moi, je suis pas mieux. Je suis née à Capcha, dans la Gaspésie. Nous allons nous demeurer. Toujours, on rentre là, on est reçus comme des princesses. Puis l'heure du dîner arrive. L'heure du dîner arrivait. Sur une grande table de chêne massif, on avait mis un molleton en dessous et la nappe.